Dans cet épisode, Judith, orthophoniste, et Geneviève, adulte qui bégaie et candidate à la maîtrise en orthophonie, discutent avec Alexandra Laurent de l'organisme montréalais AIM Croix. On y aborde notamment la définition du handicap, les avantages à le déclarer, ainsi que les aides financières et programmes à l'emploi qui y sont liés. On donne ensuite des conseils pour les entrevues et les promotions, et ce faisant, on discute de la richesse de la diversité au travail. Les personnes vivant avec un bégaiement, malheureusement, sont parfois victimes de discrimination sur le plan professionnel, dans leur milieu professionnel, à différents niveaux. Quand on sait que la prévalence du bégaiement est estimée à autour de 1% chez les adultes dans la population générale, ça veut dire qu'au Québec, quand on pense à ça, là, il y a autour de au moins 85 000 adultes qui bégayent. Ça fait quand même beaucoup de monde. Et c'est pour cette raison-là qu'on voulait consacrer un de nos épisodes aux ressources en emploi pour les personnes qui bégayent. Avec nous, aujourd'hui, on reçoit Alexandra Laurent, qui est une conseillère en emploi à l'organisme AIM Croix. On est vraiment contente que tu sois là, Alexandra, aujourd'hui. Merci beaucoup. Parce que c'est un sujet, je pense, qui va toucher beaucoup de monde. Autant intéressant pour les orthophonistes qui travaillent avec la clientèle qui bégaye, adultes, mais autant pour les gens qui bégayent, leur entourage aussi, connaître c'est quoi les ressources en emploi. On aimerait ça que tu nous parles un petit peu de l'organisme, des services que vous offrez et de ton rôle. Ben oui, bien sûr. Ben d'abord, merci pour l'invitation. Je suis super contente de participer à votre podcast. C'est super le fun. Oui. Donc, ben écoute, l'organisme AIM Croix, nous, on est un organisme subventionné par Emploi Québec. On offre des services d'aide à l'emploi depuis 30 ans maintenant déjà. Puis en fait, qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est vraiment un support, un accompagnement à l'emploi pour les personnes qui ont des limitations de santé physique, sensorielle et neurologique. Donc, c'est vraiment, on prend le terme handicap vraiment au sens large. Ça va être dans notre clientèle, on a beaucoup de personnes qui vont, oui, bien sûr, avoir des maladies chroniques, des problèmes de surdité, des problèmes de vision, mais également, on a quand même une bonne proportion de notre clientèle qui peuvent vivre avec, par exemple, des blessures professionnelles. Ils se sont fait une entorse lombaire, ils ont des hernies, des problèmes de dos. Même le diabète, dans certains cas, ça peut être quand même limitant, surtout de type 1, par exemple. Donc, c'est vraiment un large éventail de limitations. Puis, dans le fond, notre rôle comme conseiller en emploi, c'est de les accompagner à trouver un emploi qui va être adapté à leurs conditions physiques, à leurs limitations. Puis, comment qu'on fait ça? Bien, c'est sûr que nos services vont des techniques en recherche d'emploi. C'est sûr qu'on va outiller nos participants avec leur CV, les présentations en entrevue, les techniques de recherche d'emploi. Puis, on a comme dans le fond une mission un peu plus spécifique par rapport au handicap, où est-ce qu'on a une spécialisation pour aborder les employeurs, sensibiliser par rapport au handicap de la personne, trouver des moyens d'accommoder le poste de travail, faire des adaptations de poste. Puis on travaille finalement aussi dans le maintien en emploi, c'est-à-dire qu'une fois que la personne a s'est trouvé un emploi, ben pour nous, c'est pas nécessairement terminé. On souhaite que tout va bien puis que la personne n'aura plus jamais besoin de notre aide, mais ça arrive aussi qu'on intervient surtout par rapport à, il y a des impacts de la limitation de la personne qui sont un peu plus ressortis, puis que ça cause peut-être des problématiques. Donc, on essaie d'aller voir, comment on peut gérer la problématique pour pas que ça mène à une fin d'emploi. Mm-hmm. La personne puisse maintenir son emploi le plus longtemps possible. C'est vraiment exactement, ça le but, c'est notre but. Mm-hmm. Oui. Il y a une question qui revient souvent dans la communauté des personnes qui bégayent. C'est est-ce qu'on devrait considérer le bégaiement comme un handicap? Et dans cette question-là, il y a une sous-question aussi qui est concrètement, c'est quoi la définition du handicap? Mm-hmm. Ben, en fait, nous, on se fie beaucoup sur la définition de l'Office des personnes handicapées du Québec, qui, je vous la lis, définit la personne handicapée comme toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles
dans l'accomplissement de ses activités courantes. Donc, qu'est-ce qui est important à retenir ici, c'est qu'il faut que ça soit significatif. Donc, par là, on peut comprendre assez sévère comme limitation, puis que ça entraîne des obstacles dans la vie courante. Puis, finalement, il faut que ça soit persistant dans le temps. Donc, tu sais, par exemple, quelqu'un qui aurait une jambe cassée, c'est sûr que pour 6 mois, 1 an, elle va peut-être avoir de la difficulté à marcher, mais ça ne va pas être considéré comme un handicap parce que, tu sais, éventuellement, ça va se guérir, tu sais. Donc, tu sais, sous cette définition-là, pour moi, tu sais, si la personne qui bégait, tu sais, que ça entraîne quand même des obstacles dans sa vie courante, tu sais, puis on peut penser que oui, étant donné que, ben, on est des êtres sociaux, donc on est amené à entrer en communication avec les personnes qui nous entourent. Dans le milieu de travail, la communication aussi, souvent, c'est à la base. Donc, tu sais, si la personne vit des difficultés par rapport à son trouble de langage, bien, je crois que ça pourrait, oui, être considéré comme un handicap là, à ce moment-là. Il y a une autre question qui revient souvent dans notre communauté, c'est quand on postule à un emploi. Puis là, dans le formulaire, parfois, il y a une case « oui » ou « non ». Est-ce que vous êtes en situation de handicap? On ne sait jamais si on devrait cocher « oui ». Est-ce que ça nous limite? Est-ce que c'est ce que l'employeur veut, souhaite? Est-ce que le fait de considérer le bégaiement comme un handicap, est-ce que ça sert notre cause? Est-ce qu'il y a des avantages à ça? Bien, moi, je crois que oui. Tu sais, par rapport à la petite case qu'on coche quand on fait des postulations, c'est sûr que de façon générale, les personnes handicapées hésitent beaucoup à s'auto-identifier. À le cocher, oui. Exactement. En se disant, oui, moi j'ai un handicap. Le coche. Ouais, c'est pas si. Non, c'est pas si facile. Ben, souvent, tu sais, des fois, de se nommer nous-mêmes comme personnes handicapées, ça peut être quand même une étape à franchir. Puis, deuxièmement, souvent, c'est par peur d'être discriminé, tu sais, que les personnes vont hésiter à le cocher. Mais nous, ce qu'on entend au niveau des employeurs, c'est que l'utilité de cette case-là, c'est de justement essayer de diversifier leur main-d'œuvre, puis de mettre en lumière les candidatures de personnes vivant avec des limitations. Pas dans le but de les discriminer, au contraire, dans le but de connaître que si cette candidature-là intéresse, bien, on va prendre la peine de poser les questions à savoir si la personne a besoin d'accommodation pour l'entrevue ou pour les examens d'embauche, par exemple. Puis, de plus en plus, les employeurs ont des quotas à remplir en termes de diversification de leur main-d'œuvre. Donc, tu sais, avoir un pourcentage de personnes vivant en situation de handicap. Donc, tu sais, ça les aide en cochant cette case-là à aller sélectionner, tu sais, une personne qui vit dans cette situation-là. Puis aussi, à compétences égales, souvent on entend qu'ils vont prioriser l'embauche d'une personne handicapée versus une autre personne. Fait que, moi, je trouve que ça vaut la peine de l'inscrire parce que justement, ça peut vous aider à accéder à l'emploi. Oui, absolument. C'est intéressant. Puis aussi, je trouve que le fait d'être ouvert, d'être transparent face à ces limitations, ben ça l'ouvre la porte à des accommodations possibles, ou à mettre sur la table des difficultés qu'on peut avoir, puis d'échanger librement là-dessus avec l'employeur sans être stressé par rapport à, mais il va s'en rendre compte, puis si jamais ça me pénalise, quoi que ce soit. Donc, au moins, je trouve que quand on est transparent face à ça, ben ça l'ouvre la porte à amener plus tard des accommodations. Oui, c'est ça. Dès le départ, de dénoncer un peu les besoins que la personne est là pour que le milieu de travail puisse mieux y répondre. Exactement. C'est vraiment c'est d'être très, très ouvert dès le début, très transparent dès le début. Vous, à IM Croix, comment est-ce que vous accompagnez les personnes qui bégaient vers l'emploi? Mm-hmm. Bien, tu sais, c'est sûr que d'un point de vue extérieur, tu sais, ça peut sembler moins ardu aider une personne qui a un trouble du langage versus quelqu'un, tu sais, qui se déplace en chaise roulante, pardon, ou tu sais, qui a des contraintes physiques vraiment importantes, tu sais. Dans le sens que, ben la personne qui bégaye, elle a quand même normalement toutes ses capacités physiques, donc, tu sais, elle peut occuper peut-être un plus large éventail d'emplois. Mais comment qu'on les accompagne, tu sais, ça va être vraiment de les aider à sensibiliser les employeurs à leurs limitations. Je peux peut-être t'apporter des exemples de participants qu'on a eu à notre organisme qui avaient un trouble du langage ou un bégaiement. Dans le fond, je pense à un jeune homme qui était venu me rencontrer, qui était il cherchait un emploi en entrepôt. Puis, il y avait de l'expérience, il y avait des compétences, tu sais, je veux dire, il paraissait bien, tout ça. Tu sais, il y avait comme, à première vue, tout pour
pour trouver un emploi facilement. Par contre, tu sais, son bégaiement était assez intense, puis ça faisait en sorte que, tu sais, évidemment, la communication avec lui restait ardue. Puis surtout, tu sais, quand c'était avec un inconnu, tu sais, c'est sûr que nous, au fil de nos rencontres, on était plus familiers, donc ça se passait bien, mais tu sais, lors d'entrevues, c'était très difficile. Puis lui, ses principaux défis, c'était, tu sais, il envoyait beaucoup de candidatures, puis les employeurs, quand on l'appelait pour faire une première entrevue téléphonique, tu sais, il n'avait même pas la chance d'expliquer qu'il y avait un trouble du langage, quoi que ce soit, que souvent même, il se faisait raccrocher la ligne au nez ou, tu sais, l'employeur allait dire comme un peu des excuses là, pour mettre fin à la communication ou quoi que ce soit. Donc, quand il est arrivé à notre organisme, il était comme super découragé de cette situation-là. Puis, ça, tu sais, il était frustré aussi de ça, là, on le comprend. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a comme un peu adapté notre façon d'entrer en contact avec les employeurs. C'est-à-dire que vraiment en travaillant en collaboration avec lui, si par exemple, il nous apportait des offres d'emploi qui l'intéressaient, qui l'allumaient, bien, avant même de postuler pour l'emploi, bien, moi, j'appelais l'employeur pour essayer comme de tout de suite sensibiliser sur le trouble du langage du jeune homme. Oui, en fait, juste un peu Oui. le mot de l'orthophoniste. Oui. Le langage, en fait, on va plus parler de, disons, tu sais, là, on parlait de dysphasie, là, Oui. qui est un vieux terme, là, qui est maintenant trouble primaire et persistant du langage ou trouble développemental du langage maintenant. Mais un bégaiement, on va plus parler de trouble de la parole. La parole, OK. Ben, écoute, ça, là, je te dirais, c'est une petite... Oui, il y a beaucoup de gens qui se... Oui, qu'on peut se tromper, puis c'est facile, mais... Puis, je veux dire, on l'entend souvent, là, mais c'est ça, c'est vraiment trouble de la parole là, pour le bégaiement. Parfait. Ben merci de la correction. Alors, donc, je disais que oui, c'est ça, je téléphonais directement les employeurs pour les sensibiliser à son trouble de la parole. Et puis, tu sais, de les rassurer que, justement, il était en super de bonne forme physique, qu'il avait comme toutes les compétences, l'expérience et tout ça. Puis, ben c'est sûr que des fois, tu sais, je vais être honnête, je tombais sur des employeurs qui étaient totalement fermés, qui ont, tu sais, cherchaient un petit peu toutes sortes d'excuses, tu sais, ah ben il y a beaucoup de travail en équipe ici, l'entrepôt est bruyant, ça va être difficile, ah non, on n'a pas de temps vraiment à consacrer pour l'intégration, tu sais, tout ça. Ça m'étonne parce qu'en entrepôt, c'est même pas avec la clientèle. Non, exactement. C'est une adaptation, c'est juste dire aux gens, mais la personne bégaye. Comme, à quel point ça te demande d'être plus patient? Ben ça rentre dans tous les préjugés, les stéréotypes, les idées préconçues qu'on entend de façon générale à propos des divers problèmes de santé ou limitations des personnes. Fait que, je vous jure, des fois, on entend des trucs totalement aberrants. Là, tu te dis, ben voyons. Mais, regarde, ça existe. Malheureusement, souvent, c'est juste de l'incompréhension aussi ou de l'ignorance. C'est pas pour mal faire nécessairement. Là. Mais bref, donc c'est ça, finalement, on a trouvé un employeur qui était comme super ouvert, que, tu sais, que l'idée d'embaucher quelqu'un avec tu sais, qui vit en situation de handicap, ça l'intéressait beaucoup. Donc, on l'a mis en contact. Puis pour le participant, le fait d'arriver à son entrevue, que l'employeur était déjà sensibilisé, déjà au courant, tu sais, qu'il y a un bégaiement et tout ça, il était beaucoup moins nerveux, tu sais, il était un petit peu plus à l'aise et tout ça. Puis finalement, ça s'est super bien passé. Puis, ben, il travaille encore là aujourd'hui aux dernières nouvelles, mais il est comme super content. Mais oui, donc, oui, c'est vraiment cool parce que c'est comme vous apporter un soutien à la personne. Parce que c'est quand même stressant de se dire, j'ai tout ça sur mes épaules, je dois en plus aller à mon entrevue, qui est quelque chose de vraiment stressant, là, pour tout le monde, bégaiement ou pas. Puis en plus, au début, on veut le cacher, le bégaiement, puis là, on ne sait pas trop, mais là, sachant que l'employeur est déjà au courant, c'est comme si ça enlevait un poids sur ses épaules à cet homme-là, ça l'a enlevé une pression. Exactement, tu sais. Puis, ben, je ne sais pas si on a le temps pour un autre exemple. Ben oui, mon Dieu, allons-y. Ah ouais, un autre! Donc, ben c'est ça. En fait, c'est également une jeune fille qui était étudiante universitaire qui cherchait un emploi un peu à temps partiel, dans le fond, entre ses cours. Puis, elle, c'était une fille comme super dynamique, super allumée, qui est vraiment pas complexée par son bégaiement, qui s'assume pleinement, puis, elle en rit à la limite, là. Fait qu'elle, ce que je trouvais intéressant dans son approche, c'est que tout de suite, quand qu'il y avait un employeur qui la contactait, ben, c'était une des premières choses qu'elle allait mentionner par téléphone. Mettons, souvent, c'était par téléphone. Puis elle amenait toujours d'une façon, avec beaucoup d'autodérision. Elle utilisait beaucoup l'humour aussi. Donc, c'est sûr que, de façon générale, commencer une entrevue en faisant rire l'employeur, c'est toujours un gage de succès, là, habituellement. Donc, puis c'est ça qu'on a vu ici, là. Donc, elle,
ça a quand même été facile, tu sais, dans le fond. On n'a pas eu tant de sensibilisation à faire que ça parce que, tu sais, elle-même, elle arrivait avec déjà tous ses outils puis ses arguments pour parler à l'employeur. Mais ce que je retiens de cette histoire-là, c'est que au début, tu sais, l'emploi qu'elle avait trouvé dans une... Je ne l'ai pas mentionné, mais elle cherchait comme dans une boutique, tu sais, de vêtements ou quoi que ce soit. Puis elle proposait, regardez, tu sais, pour commencer, pour vous montrer qu'est-ce que je suis capable de faire, tu sais, je vais par exemple, faire l'étalage, tu sais, placer les produits. Tu sais, elle savait que probablement que les employeurs auraient peut-être une petite réticence à la mettre au service à la clientèle directement. Mais finalement, qu'est-ce qui se produisait, c'est que, tu sais, vraiment pas longtemps après le début de l'emploi, ben, tu sais, elle montrait tellement qu'elle était à l'aise, puis, tu sais, que tout de suite, ils l'ont mis au service à la clientèle finalement. Fait que, tu sais, je trouve aussi que c'est de pas se prendre au sérieux, puis de s'assumer, puis ça met souvent les autres à l'aise aussi, puis c'est un gage de succès, là, en tout cas dans les exemples que j'ai vus. Là. Tu as dit tantôt, quand tu parlais du gars qui cherchait un poste dans un entrepôt, que tu entends parfois des choses aberrantes de la part de certains employeurs. J'ai moi-même vécu quelque chose similaire. Quand j'étais aux études, j'étais au baccalauréat en traduction. J'avais postulé à un emploi, c'était 16 heures par semaine, c'était rien de super gros, puis c'était dans une compagnie de sous-titrage. J'avais postulé parce que j'avais vu que ce qu'ils cherchaient, ça correspondait parfaitement à mon profil. Je postule, la personne rappelle, je me présente rapidement et je bégaye. Et elle me coupe rapidement. Elle me dit « Excuse-moi, je veux vraiment pas que tu le prennes mal, mais je veux juste te dire que je vois que tu as un problème d'élocution. Ça fonctionnera pas. On peut pas te prendre pour cette raison-là. » Là, je dis « Mais c'est du vraiment... sous-titrage. » C'est super direct, hein? Oui. Mon C'était Dieu. dans les premières secondes que j'ai parlé. Wow, okay. Vraiment rapidement. Après 2 phrases, ton idée était déjà faite, malheureusement. Là. Ouais. Et là, je dis, mais c'est du sous-titrage. Comment est-ce que ça peut influencer? Et elle m'explique qu'ils ont un logiciel, que c'est vocal, tu dictes le sous-titre. Et là, je réponds, je sais que c'est vraiment bizarre, mais quand on bégaye, puis si vous me dites en plus, parce qu'elle avait précisé avant que, bon, c'est dans une pièce seule, là, et là, j'ai dit, ben, si vous me dites en plus que c'est dans une pièce seule, ben, c'est bizarre, mais je ne bégayerai pas parce que quand c'est automatique, je suis dans une pièce seule et je dicte, je ne bégayerai pas. Puis même que j'articule très bien, tu sais, c'est une de mes forces, même si c'est contradictoire. Et là, j'ai dit, mais est-ce que c'est possible de passer un test pour vous montrer que je suis capable de le faire? Et elle dit non, ça sera pas possible, ça fonctionnera pas. Et elle raccroche super vite avant même que j'ai terminé de parler. Et ça m'a vraiment fait quelque chose. Je me suis dit, mais voyons donc, tu sais, j'ai toutes les capacités pour ce travail-là. Ouais. C'est juste que, comme, je peux vraiment tout à fait comprendre qu'elle le conçoive pas, qu'elle le comprenne pas parce que oui, c'est surprenant, mais en même temps, je propose de faire un test, tu refuses. Mm-hmm. Bref, ça m'avait vraiment fait de la peine. J'ai beaucoup pleuré après ça. Ben, écoute, moi, ce que j'ai constaté dans mon travail, puis tu sais, bon, c'est pas pour mettre les gens dans des cases, mais j'ai l'impression qu'il y a comme 2 catégories de personnes. Ceux qui sont vraiment fermés puis qui sont pas, tu sais, prédisposés à avoir, tu sais, les solutions puis les accommodations qu'on peut proposer. Puis justement, les autres que oui, tu sais, qui, heureusement, il y en a plusieurs, là, ça existe, là, je vous rassure. Mm-hmm. Mais tu sais, moi, d'un sens, qu'est-ce que je dis à mes participants qui vivent quelque chose comme ça, c'est que, tu sais, en y réfléchissant, est-ce que tu voudrais vraiment travailler pour un employeur comme ça, tu sais, qu'il n'y a pas l'ouverture d'esprit pour, tu sais, que tu ne demandais pas grand-chose dans le fond, puis tu lui montres que tu es capable de trouver des ajustements, puis que oui, tu peux faire les tâches. Donc, je pense qu'au bout de la ligne, tu sais, ça vaut pas la peine de mettre de l'énergie là, avec ces personnes-là, heureusement. Oui, c'est ça, hein? Ouais. Puis en plus, c'est ça, c'est de se dire, tu connais tes compétences, tu connais tes capacités, tu le sais que tu aurais fait un excellent travail. C'est comme si ce milieu de travail-là ne te méritait pas. C'est ça. De le voir comme ça. Oui, exactement. Ben, too bad for you, honnêtement. C'est juste plate, vous avez perdu, genre, une employée extraordinaire. Merci. Tu as justement parlé d'accommodation possible. Mm-hmm. Pour les personnes qui bégayent, c'est quelle sorte d'accommodation qu'on peut faire?
Ben, tu sais, par exemple, comme dans ton exemple, tu sais, toi, tu dis, ben, si je suis seule, ça va, ou, tu sais, on peut toujours, ça dépend aussi des tâches, là, des tâches demandées. Mais en fait, quel genre d'accommodation? Si, par exemple, pour une personne qui bégait, le téléphone serait plus difficile, ou dans certaines situations, on sait que ça va être exacerbé, bien, c'est possible de, tu sais, surtout si vous êtes accompagné d'un conseiller en emploi, tu sais, d'approcher l'employeur puis de proposer des adaptations. Tu sais, souvent, qu'est-ce qui est important, c'est simplement de montrer qu'on connaît nos limites, puis d'arriver déjà avec des solutions, des idées pour compenser, tu sais. Puis s'il y a vraiment des tâches qui sont impossibles à faire, tu sais, que tu le sais vraiment que ça marchera pas, bien, il y a des subventions aussi qu'on peut proposer à l'employeur pour le compenser, pour le convaincre de t'engager quand même si, tu sais, telle ou telle tâche, ça va être un petit peu au-dessus de tes capacités, si je peux le dire. Ou, mettons, ça prendrait plus de temps, exemple. Ouais. Fait que là, les subventions viendraient aider l'employeur à avoir l'argent pour... Exactement, pour compenser le manque de productivité, entre guillemets, qui est engendré par la limitation physique ou sensorielle ou même mentale, là. Cette subvention-là ou cette aide-là, ça prend quelle forme précisément? Cette subvention-là s'appelle le CIT pour contrat d'intégration au travail. Bien, je dis cette subvention-là, c'est une des principales que nous, on utilise dans notre travail, là. Donc, c'est une subvention qui est offerte par Service Québec au niveau provincial, évidemment. Puis, le but de ça, c'est vraiment d'encourager les employeurs à l'embauche de personnes vivant avec des incapacités. Dans le fond, c'est pas nécessairement parce que la personne a un handicap qu'elle peut bénéficier du CIT. C'est vraiment du cas par cas, puis il faut le voir en relation avec les tâches. Tu sais, je vous donne un exemple pour l'illustrer. Si, par exemple, quelqu'un vit en fauteuil roulant, puis fait un travail à la réception d'un organisme, disons, peu importe, ben c'est sûr qu'il n'y a pas tellement d'impact sur ces tâches. Là. Le fait qu'il soit en chaise roulante, si on lui donne un bureau adapté, tout ça, il va être aussi productif qu'une autre personne qui ne vit pas en fauteuil roulant. Par contre, si on prend cette même personne-là et qu'on la met dans un travail un peu plus physique, ça ne serait pas réaliste, là, mais pour l'exemple, mettons, qui serait dans un contexte d'entrepôt ou d'un travail un peu plus général, ben c'est sûr que probablement qu'il y a une bonne partie des tâches qu'elle ne serait pas en mesure de faire. Donc, c'est vraiment au moment où on dit qu'on regarde une description de tâches puis qu'on voit que soit, par exemple, il y a 3 tâches sur 10 que la personne ne peut pas faire en raison de son handicap ou que peut-être elle peut faire toutes les tâches, mais que ça lui prend plus de temps pour les réaliser, bien là, on a de quoi justifier l'octroi d'un contrat d'intégration au travail. Fait que c'est super intéressant parce que ça permet, je dis souvent ça à mes participants, ça permet un peu de tourner votre limitation à votre avantage. C'est parce que des fois, dans un processus d'embauche, si c'est entre la personne vivant avec en situation de handicap versus une autre personne qui a toutes ses capacités, ben peut-être que l'employeur va préférer s'essayer avec la personne handicapée puisqu'elle peut avoir une subvention. Puis, ça permet justement de l'essayer. Puis, souvent, l'essayer, c'est l'adopter. Mm-hmm. Donc, oui, ça l'aide beaucoup. C'est très utile pour l'intégration des personnes handicapées. On est super chanceux de pouvoir proposer cette subvention-là aux employeurs. Et au niveau des montants, je suis comme curieuse. Mm-hmm. Ça ressemble à quoi les montants d'argent associés à ça? Dans le fond, il y a un maximum qui peut être demandé. C'est l'équivalent de 40 heures au salaire minimum. Donc, je pense que si je ne me trompe pas, ça fait 500 quelques par semaine. Mais, tu sais, dans le fond, nous, on va identifier avec la personne, souvent, tu sais, c'est où son manque à gagner, entre guillemets, qu'on appelle, tu sais, donc quelle tâche va avoir de la difficulté et quoi. Puis, on établit le pourcentage de la subvention. Fait que, tu sais, c'est sûr que pour une personne qui est lourdement handicapée, le maximum, ça va être 85% de son salaire subventionné. Puis, ça l'équivaut quand même à comme 26 000 $ par année de subvention. Donc, c'est quand même très intéressant. Mais c'est sûr, de notre côté, faut faire attention. Des fois, les employeurs nous contactent qui veulent des personnes, des personnes qui vivent en situation de handicap pour avoir la subvention. C'est pas pour mal faire, juste parce que des fois, par manque de budget aussi, tout ça. Mais il faut expliquer que c'est sûr que plus haut est le taux de subvention, plus haut sont les incapacités de la personne. Donc, faut prendre ça en considération aussi. Tu as nommé tantôt que le CIT, c'était un des programmes possibles. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a d'autres programmes
Oui, il y en a. Ben, le CIT, c'est au niveau provincial. Au niveau fédéral, on utilise beaucoup Sphère, qui est, dans le fond, une subvention qui est prodiguée à partir du Fonds d'intégration des personnes handicapées au Canada. Donc, ça aussi, c'est un petit peu le même principe. Par contre, c'est une subvention qui est un peu plus ouverte, c'est-à-dire que ça subventionne pas seulement le salaire. Ça peut aider la personne handicapée qui aurait besoin, par exemple, de cours d'appoint. Tu sais, admettons, quelqu'un qui veut être conseiller financier, puis il a besoin de passer le permis, tu sais, que c'est une coupe de 100 $. Là. Donc, ça peut l'aider financièrement aussi pour aller chercher des divers permis ou cours ou tout ça. Puis aussi, ça peut subventionner le CIT également, je ne l'ai pas mentionné, mais une adaptation de poste de travail. Donc, la personne a besoin de matériaux spécifiques là, pouvant l'aider dans son travail, bien, ça va couvrir ces frais-là aussi. Est-ce qu'on pourrait dire qu'une personne qui bégaie avec le CIT pourrait bénéficier, par exemple, d'une aide financière pour un appareil de rétroaction? Auditive. Oui. Ouais. Ben oui. Merci, Judith. Absolument. C'est sûr que tout dépend du fameux rapport médical. Il faut qu'on soit capable de démontrer à Emploi Québec que ça colle avec la définition là, que je vous ai lue d'entrée de jeu. Il faut que ça soit persistant, il faut que ça amène des incapacités quand même sévères, puis tout ça. Mais si on a un rapport médical le démontrant, on peut demander avec l'appui d'un spécialiste, un orthophoniste, par exemple, qui mentionnerait que ça serait nécessaire là, d'avoir un tel programme d'aide. Là, ben, ça pourrait, oui, être remboursé à 100%. On pourrait peut-être prendre un petit moment juste pour expliquer c'est quoi. En fait, c'est ça, cet appareil-là, c'est un appareil de rétroaction auditive modifié qu'on appelle. Là. Ça modifie, en fait, le son, soit au niveau de la fréquence de la voix ou soit au niveau du délai de la voix. Ça veut dire que la personne, ça ressemble à des écouteurs, en fait, là, avec une espèce de petit, mais pas un Walkman, ça trahit l'âge que j'ai, Walkman, mais dans le sens que, tu sais, c'est une espèce de petit accessoire avec des écouteurs. Puis la personne, là, avec elle, fait que c'est sûr que c'est pas si subtil, mais c'est assez subtil. Mais bon, en tout cas, tu as des écouteurs sur la tête, là. Puis en fait, c'est quand elle parle, elle s'entend avec une rétroaction auditive qui est modifiée. Et ça, c'est pour certaines personnes qui bégayent, ça peut faire en sorte qu'ils sont plus fluides, qu'il y a moins de bégaiement avec cet effet-là. Je sais pas si tu as déjà essayé, Geneviève, toi, Jamais sur ta parole. essayé. J'étais en train de penser à ça, mais dans le podcast, il y a des moments où on se pratiquait, puis on s'entendait parler, et je sentais que je bégayais moins juste parce que je m'entendais moi-même parler, puis j'avais pensé à ça. J'étais, peut-être que cet appareil-là, ça pourrait marcher. C'est une espèce de phénomène là, qui existe pour plusieurs personnes qui bégayent, là, que le bégaiement va être diminué. Donc, pour certaines personnes, ça peut être quelque chose d'intéressant. La personne utilise son accessoire, là, son DAF qu'on appelle, là, Delayed Auditory Feedback. Son DAF, soit pour travailler, pour faire des appels téléphoniques. Moi, j'en ai des clients qui en ont pour faire des appels téléphoniques. Ça les rassure aussi. Ça devient comme un outil qui, dans leur tête, ils savent qu'ils vont moins bégayer. Là. Et c'est quand même assez cher aussi là, comme outil. Donc, c'est ça pour certaines situations, mais il faut pas... les limites à ça, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de bruit ambiant. Donc, tu sais, au restaurant, exemple, ça fonctionnerait moyen. Quand il y a, dans un groupe, quand il y a beaucoup de bruit de personnes autour de nous, c'est pas l'idéal. Donc, tu sais, c'est ça. C'est sûr qu'il y a certaines limites à ces outils-là, mais ça serait le genre d'outil que je verrais pour une personne qui bégait, qui aurait de l'argent, qui aurait droit à un montant d'argent, en fait, c'est ça, pour payer ça. Mais je me demandais, pour les thérapies en orthophonie, est-ce que ça rentrerait dans l'espèce d'aide financière pour une personne qui bégaye, d'avoir droit d'avoir ça payé? Bien, c'est sûr que le contrat d'intégration au travail, il faut que ça le dise, c'est vraiment orienté sur l'aide pour l'emploi. Donc, si, dépendamment de comment on le justifie, là, mais tu sais, si vraiment ça serait absolument nécessaire que la personne suive une certaine thérapie, mais encore là, non, je crois pas malheureusement que ça serait remboursé. Le contrat d'intégration au travail, c'est vraiment pour rembourser du matériel adapté qui va aider la personne à augmenter sa productivité dans l'emploi. Puis c'est toujours une subvention qui est donnée à l'employeur. Donc, c'est pas la personne là, qui reçoit ces sous-là. T'sais. Donc, dans le cas de l'appareil que tu parlais, il faudrait que ça soit l'employeur qui fait l'achat puis qui se fait rembourser ensuite par Emploi Québec. Fait que dans ce sens-là, les thérapies, non, je crois pas que ça pourrait rentrer, malheureusement. Parce que c'est ça aussi qui est un peu comme tannant là-dedans, là, c'est que pour une personne qui bégait,
il y a pas c'est ça, les gens n'ont pas besoin de nécessairement, tu sais, par exemple, une personne qui a une dyslexie dysorthographie va avoir besoin d'un ordinateur portable avec certains logiciels pour l'aider à mieux lire et écrire ou d'avoir des lecteurs automatiques auditifs. Mais la personne qui bégaie, en termes d'accessoires ou d'outils, à part le DAF comme on parlait, on dirait que je vois pas là, d'autres options. C'est plutôt dans la sensibilisation, je pense qu'on peut travailler. Mm-hmm. Je pense que tu as mentionné tantôt que vous faites de la sensibilisation auprès des employeurs. Mm-hmm. Oui. Vous y prenez comment? Oui, ben ça, c'est une de nos principales missions. Hein? Puis c'est un combat sans fin, je crois. Fait comment qu'on s'y prend, en fait, c'est notre quotidien. C'est vraiment notre quotidien. Tu sais, à tous les jours, quand j'appelle un employeur pour proposer la candidature de mon participant, tu sais, j'ai à sensibiliser, à expliquer, à éduquer, entre guillemets, la personne, à montrer que oui, tu sais, cette personne-là vit en situation de handicap, mais qu'elle a d'autres compétences avant tout, tu sais, même elle a ses compétences avant, tu sais, d'être une personne qui a des limitations. Mm-hmm. Donc, c'est souvent par téléphone. On sensibilise par téléphone. On va faire des visites en entreprise également pour, tu sais, surtout peut-être pas une PME, là, tu sais, qui a, tu sais, comme 5 employés, là, mais tu sais, les grosses structures, les gros noms d'employeurs, là, c'est sûr qu'on essaie d'aller faire des rencontres, les sensibiliser, expliquer c'est quoi les subventions, c'est quoi les avantages et tout ça. Puis aussi, ben, nos réseaux sociaux, évidemment, on essaie de mettre du contenu informatif dans le but d'éduquer les gens aussi aux compétences des personnes vivant en situation de handicap. Aussi, un autre élément qui est super important, ça serait de faire valoir à l'employeur que ça va être important de sensibiliser l'équipe de travail avec laquelle la personne va être amenée à tous les jours travailler. Donc, c'est sûr que on essaie d'éduquer l'employeur sur des trucs que les employés peuvent avoir là, pour communiquer avec la personne. Dans le cas d'une personne qui aurait un trouble de la parole, ou ça peut être aussi dans n'importe quelle autre situation où les communications vont être affectées. Fait que ça aussi, c'est très important de faire valoir à l'employeur que, tu sais, quand on embauche une personne vivant en situation de handicap, oui, c'est le fun, il y a des subventions et tout ça, mais il y a quand même un travail aussi eux-mêmes à s'assurer que, tu sais, leur équipe de travail, le milieu de travail va être adapté aussi à cette personne-là. Comme concrètement, ça serait exemple justement d'informer les gens sur le bégaiement, oui. De dire, ben écoutez, attendez que la personne termine sa phrase, ne complétez pas la phrase pour elle, ce genre d'information-là. Exactement. Qui fait que le milieu de travail va être beaucoup plus positif pour tout le monde, en fait. Exactement. Tu as parlé plus tôt qu'il y a des employeurs qui sont fermés. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des cas où vous avez fait de la sensibilisation et que ça a porté fruit, c'est-à-dire que les employeurs ont changé d'idée? Oui, ça arrive quand même souvent aussi, là, c'est la bonne nouvelle, là, on a des employeurs ouverts, là. Mais c'est sûr que, comme humains, on fait face un peu à nos propres inquiétudes ou aux idées préconçues, tout ça. T'sais. Alors, ça arrive souvent quand je contacte un employeur par téléphone que de prime abord va me dire « Ah, non. » mettons dans le cas d'une personne qui bégait, comme je disais un peu tantôt, ben là, on travaille beaucoup en équipe, il y a du bruit dans l'entrepôt, on est super pressé, on n'a pas le temps d'intégrer cette personne-là. Puis, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute leurs arguments, puis un à un, on les détruit. Ah oui, ben c'est ça! Exactement, parce que souvent, ça repose vraiment sur un peu de l'ignorance. C'est pas pour vouloir mal faire, mais donc là, leur apporter des solutions, déjà concrètement, tout de suite au téléphone, de dire oui, OK, je comprends votre inquiétude, mais vous savez que, non. Puis là, on explique un petit peu plus, la réalité là, qui fait que, si nous, on croit, en notre participants, on croit qu'il y a les capacités pour intégrer ce travail-là, ben c'est facile après facile, pas dans tous les cas évidemment, là, mais bon, fait que j'en ai des exemples concrets où ce que l'employeur m'amène un argument, puis je dis c'est pas exactement vrai, on peut adapter dans telle et telle situation, non, puis finalement, on fait comme, OK, on va voir, puis finalement, il la rencontre, puis c'est un coup de cœur, puis il l'embauche, puis des fois, même, ça arrive que cet employeur-là nous recontacte dans le futur pour embaucher d'autres personnes également, parce que ça s'est super bien passé avec eux.
Fait que, tu sais, ça l'arrive quand même souvent, là, tu sais, je le vois qu'il y a une volonté d'intégrer, d'accommoder aussi les personnes qui vivent en situation de handicap, mais souvent, c'est que les employeurs se sentent peut-être un petit peu démunis, savent pas les possibilités, l'aide, le support, tout ça, donc... déjà aussi de collaborer avec un organisme d'aide à l'emploi, ça peut amener ce support-là qui rassure un peu l'employeur à l'embauche d'une personne vivant en situation de handicap. Souvent, j'ai l'impression que les employeurs n'ont pas le temps aussi de faire ça, tu sais, de s'informer sur, exemple, dans ce cas-ci, on parle de bégaiement, mais donc là, vous êtes là aussi pour justement informer puis que ça sauve du temps à l'employeur. Tout à fait, démystifier puis tout ça, genre, oui, absolument. Puis en même temps, c'est comme si les employeurs se coupaient de ces ressources-là parce qu'ils ont des préjugés, ils s'en rendent pas compte, puis vous êtes là pour leur faire découvrir ça. C'est super beau. Ben oui, puis c'est souvent ça qu'on entend là, de la part des employeurs. C'est comme, mon Dieu, je savais pas qu'il y avait des ressources comme ça qui existaient, puis avoir su, tu sais, donc oui, c'est ça. On a parlé tantôt des aides financières pour les employeurs, du contrat d'intégration au travail et de sphère. Est-ce qu'il y a d'autres programmes? Ben oui, en fait, Emploi Québec, je dis Emploi Québec, ils ont changé de nom récemment, là, Service Québec, donc, oui, offre des incitatifs financiers qui sont, par exemple, pour plus la population générale. Donc, il y a la lettre de subvention salariale qui peut aider une personne que ça fait plusieurs mois, tu sais, qui n'a pas intégré un emploi. C'est une subvention qui dure, par exemple, seulement 6 mois. Qui va subventionner une partie de son salaire. Il y a aussi des lettres qu'on appelle la lettre prime, qui serait, qui s'adresse plus spécifiquement à une clientèle issue des communautés culturelles ou de l'immigration, mais qui peut avoir aussi des limitations, là, évidemment. Puis, il y a des programmes aussi, ce qu'on appelle les PPE, programmes préparatoires à l'emploi, des entreprises d'insertion, qui sont vraiment des ressources pour donner des compétences, des connaissances, de l'expérience à des personnes qui sont considérées comme éloignées du marché du travail. Puis, finalement, une dernière, ce serait peut-être le Pass Action, qui est également un programme prodigué par Service Québec, qui s'adresse aux personnes qui sont sur l'aide sociale, par contre, qui veulent graduellement réintégrer le marché du travail. Donc ça, pour avoir les détails de ça, vous pouvez vous adresser au centre local d'emploi de votre quartier. Il y en a un dans tous les arrondissements ou les municipalités. Oui, je pense que de s'adresser à ce genre de centre-là, je pense que c'est une bonne façon d'essayer de démystifier un petit peu toutes ces aides-là qui m'apparaissent quand même difficiles à comprendre et connaître. Là. Fait que des fois, peut-être de mettre les chances de son côté, d'aller au centre local d'emploi, ça peut peut-être aider. Exactement, parce que les agents d'aide à l'emploi sont là pour évaluer votre situation, puis vous proposer les aides. Tu sais, eux, dans le fond, ils sont un petit peu en haut de la pyramide. Leur but, c'est d'écouter c'est quoi vos besoins, puis de vous diriger vers les ressources appropriées. Donc, oui, ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Tu sais, c'est des services gratuits. Puis, il y a plein de très bons programmes là, qui peuvent vraiment aider la personne à réintégrer le marché du travail. Et présentement, là, question COVID, là, est-ce que tu sais si c'est offert à distance versus avant, sûrement qu'il fallait se présenter en personne? Bonne question. Oui, effectivement. Ben, je vous conseillerais de téléphoner au départ, là, mais j'avoue que je ne sais pas si... Parce que même avant COVID, ils étaient en train de changer un peu leur façon de faire pour minimiser pas les contacts nécessairement, mais ils faisaient plus de rencontres téléphoniques et tout ça pour évaluer la situation du participant. Donc, c'est sûr que ça serait préférable d'appeler avant plutôt que de se présenter, là, oui. J'aimerais préciser, parce qu'on a parlé de plusieurs programmes déjà, toutes les informations sur ces programmes-là dont on a parlé sont sur notre site web au abcbégaiement.com dans la section ressources. Et on va aussi mettre beaucoup d'informations dans la description de cet épisode. Donc, si vous vous demandez comment avoir accès à ces informations-là, ça va être très facile. Oui, puis je parlerais, en fait, moi, en orthophonie, là, il y a une aide financière pour les gens qui bégaient, là, qu'on connaît davantage. Donc, c'est le crédit d'impôt pour les personnes handicapées, notamment du gouvernement fédéral. Donc, le formulaire T2201, qu'on appelle par son petit nom. Donc, le crédit d'impôt pour personnes handicapées, CIPH,
c'est un document que l'orthophoniste, en fait, dans ce cas-ci, on parle de bégaiement, donc c'est l'orthophoniste, là, mais il y aurait d'autres cas que ça serait un médecin, infirmier, je crois qu'il y a même des ergothérapeutes, je crois, qui peuvent le compléter, je pense, hein, Alexandra? Oui. Donc, nous, ce qu'on doit faire, en fait, pour remplir ce questionnaire-là, c'est la personne qui bégaye doit avoir une évaluation en orthophonie et on doit écrire dans le formulaire que le patient est considéré comme étant limité de façon marquée dans sa capacité de parler, même si à l'aide de soins thérapeutiques, d'appareils ou de médicaments, dans ce cas-ci, ça s'applique moins en bégaiement, là, mais la personne doit remplir 2 critères, donc être incapable ou prendre un temps excessif pour parler de façon à se faire comprendre. Puis on parle même d'une personne là, de sa connaissance dans un endroit calme. Et l'autre critère, c'est que ce soit presque toujours le cas ou toujours le cas, donc au moins 90% du temps que cette personne-là soit incapable ou prenne un temps excessif pour parler. Donc, ça veut dire que malheureusement, c'est ça, moi, personnellement, dans ma pratique, je complète ce crédit d'impôt-là, ce formulaire-là, pour les adultes qui ont des bégaiements modérés à sévères, sévères à très sévères. On doit documenter là, vraiment là, que la personne vit des situations là, d'handicap dans sa vie de tous les jours, là, s'empêche de parler, évite des situations de parole, des choses comme ça. Donc, ce qui est bien, c'est que ça peut fonctionner pour les bégaiements qui sont plus importants. Mais ce qui est dommage, c'est que pour des bégaiements qui sont plus légers, ça ne serait possiblement pas accepté pour ce crédit d'impôt-là. Puis il existe aussi un crédit d'impôt similaire, je dirais, au niveau provincial. Donc, le crédit d'impôt pour les personnes ayant une déficience. Et là, c'est le formulaire attestation de déficience. Le code est un petit peu plus long, là, TP 752.0.14. Et ça ressemble à un formulaire qui est vraiment similaire là, au T2201 et qui a les mêmes critères là, d'être limité dans la façon de parler la majorité du temps. J'aimerais qu'on aille complètement vers un autre sujet, si ça vous convient. Pour les entrevues professionnelles, qu'est-ce que vous conseillez de faire aux personnes qui bégayent dans leurs entrevues? Est-ce qu'il y a des trucs que vous donnez? Ou comment aussi parler de son bégaiement, mais d'une façon constructive, positive? Je crois de prime abord là, que c'est super important d'annoncer le bégaiement. Comment? C'est sûr que c'est pas le genre de truc qu'on va écrire sur notre CV, là, évidemment. Le CV, c'est là pour parler de nos compétences et tout ça. Mais, tu sais, si c'est possible, par exemple, de le mentionner tout de suite lors de l'entrevue téléphonique, comme l'exemple que je vous avais présenté au début, tu sais, selon moi, là, ça sert à... d'une part, à éviter l'effet de surprise de la part de l'employeur qui va peut-être se sentir un petit peu désemparé face à cette situation-là, c'est pas trop comment agir et tout ça. Ça peut peut-être mettre un effet de malaise sans qu'on le veuille nécessairement. Mais lors de l'entrevue téléphonique, là, ce qui serait important, c'est de montrer surtout que vous êtes à l'aise face à cette problématique-là, de démystifier un petit peu qu'est-ce que c'est sans nécessairement rentrer dans les détails puis tout ça, là, mais de se servir de l'humour, c'est toujours super gagnant. C'est vraiment de comme tuer l'éléphant dans la pièce, un petit peu, comme que je peux dire, tu sais. Ouais, l'éléphant rose que tout le monde voit, mais dont personne parle. Exactement, c'est ça, parce que, tu sais, souvent, l'employeur sera peut-être pas nécessairement à l'aise de dire « Ah, mais tu sais, ça se peut-tu que t'as un bégaiement ou, tu sais, veut pas insulter la personne ou même peur de poser des paroles discriminatoires, tu sais, de par ses questions. » Donc, je pense que oui, c'est important de l'annoncer le plus tôt possible dans l'entrevue, puis de manière informative aussi, là, c'est de dire, écoutez, tu sais, peut-être que quand vous voyez que je cherche mes mots, tu sais, laissez-moi un petit peu de temps, je vais finir ma phrase ou quoi que ce soit, là, tu sais. En tant que personne qui bégaye, je fréquente beaucoup, je suis dans un groupe d'aide, je vais dans des congrès, puis souvent on parle, c'est ça, de comment agir dans une entrevue, quoi dire. Puis il y a des personnes qui bégayent, qui m'inspirent vraiment, qui m'ont partagé, par exemple, que eux sont pas à l'aise de le dire explicitement, comme qui arrivent pas en disant j'ai un bégaiement, tu sais, mais qui aiment ça apporter leur bégaiement
en parlant de... au fond, en parlant d'une manière positive, comme dire, moi, j'ai travaillé en marketing, j'étais chef de mon équipe, j'ai parlé de mon bégaiement à mes employés et ça les a poussés, eux aussi, à me parler de leurs propres difficultés. Ça a favorisé notre cohésion. Ou encore parce que je bégaye, quand j'ai des présentations à faire, je me prépare vraiment bien parce que je sais que c'est une difficulté pour moi. Ça m'a aidé dans ma vie à me préparer mieux, à être plus organisée, toutes ces choses-là. Donc, je pense qu'il y a des façons d'en parler puis de montrer que c'est une force aussi. Exactement. C'est une super de belle approche, je trouve, parce que c'est comme justement de ne pas être dans le négatif, tu sais, de dire, ben oui, tu sais, c'est... Même s'il y a ça, je peux quand même le faire. C'est ça, tu sais, c'est vraiment de tourner ça, encore une fois, à notre avantage, puis de montrer que, tu sais, grâce à ça, on a développé des compétences qu'une autre personne n'aurait pas, là, nécessairement. Là. Fait que je trouve ça super intéressant. Mais un dernier point que je voulais apporter, que j'ai oublié de mentionner, puis ça, je l'ai vu malheureusement, ça, tu sais, une autre raison pourquoi je pense que c'est important de l'amener à l'employeur de façon comme transparente, c'est d'éviter que l'employeur se fasse des suppositions ou, tu sais, des fois par ignorance. Tu sais, je pense à quelqu'un qui avait un trouble d'élocution dû à une paralysie cérébrale, puis souvent, les employeurs croyaient que c'était en raison d'une déficience intellectuelle, tu sais, quand c'était comme absolument pas le cas. Fait que des fois, tu sais, de mettre, tu sais, d'être transparent face à ça, ça évite que, tu sais, l'employeur se fasse des, tu sais, ses propres constatations, puis peut-être entretienne des idées erronées, tu sais, face à ta situation. J'avais une étude là, récemment que j'ai lue, là, que je voulais vous parler. Une étude de 2019 qui rapporte l'expérience vécue des adultes qui bégaient sur différents aspects de leur vie. Et par rapport justement au milieu du travail, malheureusement, ce qu'on remarque, c'est que la plupart souvent, en fait, les adultes qui bégaient là, ont quand même un certain impact négatif par rapport justement aux promotions, parce que la personne qui bégaye a la perception que son bégaiement lui empêche d'aller vers des postes comme ça, des postes plus, disons, supérieurs, si on veut, dans la hiérarchie d'un établissement. Donc, ça pourrait ralentir leur progression professionnelle. Juste pour compléter là, cet article-là, la première auteure s'appelle Amy Connery, pour ceux qui aimeraient aller regarder dans les bases de données là, pour le lire. C'est un très bel article, c'est une synthèse, en fait, de milliers d'articles qui ont été analysés entre 2000 et 2018 pour recueillir seulement les meilleurs articles, donc qui ont une méthodologie plus solide et plus adéquate. Là. Et ça résume l'expérience vécue des adultes qui bégaient, autant sur le plan du travail que sur le plan de leurs relations, par exemple de couple, et par rapport à leur identité aussi en tant que personne. Donc, c'est très, très large là, comme étude, mais par rapport spécifiquement à l'emploi, ce que ça donne comme résultat, c'était que le bégaiement, malheureusement, aurait un impact négatif sur l'employabilité et l'expérience en milieu professionnel et la vie en milieu professionnel. Ça touchait là, 232 adultes là, qui bégaient là, en tout là, dans les articles qui ont été retenus, là, qui avaient entre 18 et 90 ans. Touchant, en fait, des gens qui bégaient là, de l'Australie, de l'Angleterre, Jordanie, Afrique du Sud et États-Unis. Donc, tu sais, c'est quand même quelque chose qui est vraiment large. Et c'est ça, les gens qui bégaient avaient la perception que le bégaiement avait nui d'une certaine mesure à leur carrière, soit par le choix de leur carrière. Donc, ils n'avaient pas la carrière qu'ils auraient souhaité à cause du bégaiement. Puis, lors d'entrevues, il y a des participants là, des études qui mentionnaient qu'ils n'avaient pas été embauchés à cause du bégaiement. Puis, il y avait une citation là, que je trouvais super intéressante à lire, mais c'est dommage que ça soit ça la réalité. Là. Donc là, la personne, elle disait « Je suis allée en entrevue et la personne qui m'interviewait m'a dit « Regarde, ça ne marchera pas. » C'est comme ça, ce que tu as dit tantôt, hein, Geneviève. Rapidement, ça ne sera pas possible. On n'est pas intéressé parce que tu bégais.
je veux dire, c'est comme bang, tu sais, c'est comme une claque d'en face. Ouais. Donc, c'était ça, là, le verbatim de la personne dans cette étude-là qui rapportait ça, tu sais. C'est super dommage parce que, tu sais, en fait, cette personne-là, probablement qu'elle avait des compétences super intéressantes pour l'employeur. Puis, tu sais, pour un truc comme ça, tu sais, qui n'a pas d'impact sur la qualité de son travail nécessairement, puis qu'elle se fait écarter, tu sais, du processus d'embauche, là, c'est frustrant. C'est ça. Puis ça veut dire, c'est ça, cette étude-là, en fait, disait que ça arrivait fréquemment, malheureusement, là, tu sais, c'est ça, cette vision-là qu'on peut avoir dans la société face au bégaiement, bien, malheureusement, ça avait un impact réel sur la personne. Soit qu'on pense justement que la personne est moins compétente, qu'elle est moins intelligente. Des fois, j'entends ça, tu sais, une personne qui bégaye est moins intelligente, mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Ouais. Au contraire, moi, souvent, je dis non, les gens qui bégayent sont plus intelligents. Je confirme. Mais donc, c'est ça. Puis, dans l'étude aussi, ça parlait qu'il y avait, dans une certaine mesure, un impact qui peut être négatif entre la relation entre les collègues et les gestionnaires aussi. Par exemple, un participant rapportait que d'autres collègues qui prenaient plus d'initiative que lui sur le plan de la parole ou sur le plan de leur personnalité, ben, avaient plus de dossiers qui leur étaient alloués versus eux qui bégayaient, qui se sentaient davantage laissés pour compte face aux autres. Donc, la relation avec les gestionnaires aussi est moins... peut être moins agréable, moins... c'est ça, moins bonne, entre guillemets, si on veut, là. Donc, c'est ça. Puis le fait que la personne, parfois, se sent déjà un peu laissée pour compte, elle a peur aussi d'aller postuler, comme on disait, vers des postes qui sont plus demandants, qui va demander plus de parler ou d'avoir même de passer des gens en entrevue. La personne va se dire « non, je ne serai pas capable ». Fait que c'est autant, on dirait, la vision de l'employeur qui peut être négative, mais aussi la vision de la personne elle-même qui bégaye, qui a moins confiance en ses capacités à cause du bégaiement. Donc là, c'est ça aussi, on parle beaucoup de ça pour que les gens, justement, essaient de renverser la vapeur puis de se dire « non, je suis capable, mon bégaiement ne va pas dicter mes choix ». Ou je ne veux plus que le bégaiement dicte mes choix. Puis il y avait un adulte qui bégayait à la retraite dans l'article qui était cité, qui trouvait que son bégaiement allait, tu sais, que sa fluidité était meilleure, ça allait mieux après avoir quitté le milieu du travail parce qu'il y avait moins de stress relié à la relation avec les collègues, avec le travail. Donc, c'est dommage parce qu'en fait, au bout du compte, c'est pas ce qu'on désire, tu sais, pour les gens qui bégayent. Mais c'est sûr que c'est pas la réalité pour tout le monde non plus, hein. Ça, il y a certains d'autres adultes qui bégaient qui rapportaient qu'au contraire, le bégaiement a aucun impact dans leur choix de carrière, dans leur relation. Donc, tu sais, c'est pas non plus pareil pour tout le monde, là. C'est sûr que c'est nuancé, puis il y a des zones de gris là, par rapport à ça. Puis, Alexandra, est-ce que tu voulais nous dire un petit peu, toi, qu'est-ce que tu avais observé comme réaction là, dans ton expérience? Ben oui, c'est ça. Ben, malheureusement, là, des préjugés, il y en a encore beaucoup. Puis, ce que je remarque là, souvent, c'est que les employeurs vont pas être nécessairement conscients qu'ils entretiennent des préjugés ou des idées préconçues. Souvent, j'entends, mettons, quand je présente la candidature d'une personne puis que j'explique les limitations, j'entends genre, ah, ben, tu sais, nous, j'ai rien contre les personnes handicapées, là, vous savez, là, mais je pense pas que ça va être possible pour une personne comme ça de faire telle et telle tâche. Dans le fond, dans son discours, il se contredit lui-même, tu sais. Mais écoute, tu sais, j'en ai des exemples, malheureusement, là, de personnes qui ont été discriminées, soit dans l'emploi, comme tu disais, Judith, pour des promotions, ou encore pour l'obtention d'un poste. Ou, tu sais, même j'ai eu un cas où est-ce que, bon, la personne avait pas de bégaiement, mais c'était une personne sourde, oraliste, c'est-à-dire qu'elle pouvait parler, puis elle travaillait pour une grosse entreprise d'État que je ne nommerai pas. Puis, la façon que la structure, elle est faite dans cette compagnie-là, pour avoir ta permanence, ça marche un petit peu sur le nombre d'heures travaillées. Puis, comme sa limitation l'empêchait de faire comme une panoplie de postes dans l'entreprise, ben, tu sais, elle était comme, dans le fond, discriminée. C'était à cause que, étant donné qu'elle ne pouvait pas occuper certains postes
qui demandait de communiquer, elle ne pouvait pas compléter ses heures, donc elle ne pourra jamais comme avoir sa permanence au sein de cette compagnie-là. Puis elle était comme un petit peu poussée vers la sortie parce que, écoute, on n'a pas de travail pour toi. Quand pourtant, il y avait des accommodations, il y avait des adaptations possibles à faire. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de travail, de sensibilisation. Écoute, c'est frustrant, oui, mais tu sais, on travaille là-dessus à tous les jours pour faire changer les situations. Oui, puis on ose espérer que ce podcast qu'on fait présentement, cet épisode-ci, va aider les gens aussi, autant ceux qui bégayent que les employeurs ou l'entourage, à promouvoir ce message-là, de dire que le bégaiement, ça existe et on peut très bien faire valoir nos compétences. Puis ça peut être aussi des compétences, justement, comme on se disait, en service à la clientèle. On peut très bien s'exprimer, justement, avec un bégaiement. Là, c'est pas vrai qu'une personne qui bégaye va mal s'exprimer, ne sera pas capable d'être en relation avec les autres. C'est pas du tout vrai. Donc, tu sais, on ose espérer que ça va aider. Puis d'ailleurs, un milieu de travail avec de la diversité d'employés, c'est positif. Absolument. Tu sais, ça a été souvent démontré là, qu'il y a beaucoup d'avantages à diversifier notre main-d'œuvre. On parle ici, c'est sûr, de personnes qui vivent en situation de handicap, mais tu sais, on peut voir ça au sens large aussi avec les communautés culturelles et tout ça. Mais ça a vraiment été démontré que, puis là, j'ai pas de statistiques à l'appui, mais moi, je le vois dans mon travail avec mes participants, une personne qui vit avec des limitations, qui réussit finalement à s'intégrer dans un milieu de travail où il va se sentir respecté, compris aussi, puis qui sent qu'il y a une ouverture de son employeur. Ça va être un employé très fidèle, un excellent employé, dans le fond, qui va rester là pendant des années s'il trouve le bon employeur pour lui. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il y a un côté positif par rapport au taux de roulement dans une compagnie qui va embaucher des personnes handicapées. Puis aussi, ça a été démontré que, tu sais, vraiment l'énergie investie par l'employeur pour accommoder le poste de travail, ça demande pas tant que ça. Là. Souvent, c'est ça que les employeurs vont avoir comme crainte, que ça va être compliqué, ardu d'adapter, de sensibiliser l'équipe, mais souvent, ça demande pas tant de choses à faire, puis les retombées sont plus positives. Puis aussi, j'ai des employeurs qui m'ont mentionné que depuis qu'ils ont embauché une personne qui vit en situation de handicap, le moral de l'équipe puis le niveau même de productivité globale de son entreprise a augmenté parce que il me dit que les collègues sont comme impressionnés dans le fond par la débrouillardise que fait preuve cette personne-là. Puis ça les motive eux-mêmes à en donner un petit peu plus en se disant, ben regarde, si elle est capable de faire ça malgré qu'elle a des obstacles clairs, que moi je suis chanceuse, je suis en bonne santé, je suis en bonne condition, ben moi aussi je peux en donner plus, moi aussi je peux en faire plus. Fait que ça augmente la productivité globale, ça augmente aussi le moral de l'équipe, puis le sentiment d'appartenance à l'entreprise, de dire je fais partie d'une entreprise inclusive qui a à cœur de diversifier sa main-d'œuvre, qui laisse des chances à tout le monde, c'est ça. Puis on le sait quand on est fier de notre employeur, quand on est fier de faire partie de cette équipe-là, mais encore là, ça s'illustre par une meilleure productivité, un moins gros taux de roulement, encore une fois. Puis finalement, ce que j'ai entendu aussi, c'est que l'embauche d'une personne handicapée dans une équipe de travail, ça l'augmente au niveau de la créativité, de trouver parce que justement, une personne qui vit en situation de handicap est pas obligée, pardonnez-moi, mais est habituée de trouver des moyens d'adapter son quotidien, de trouver des façons alternatives de faire, puis toujours dans le but que ça aille un peu mieux, que ça se fasse plus rapidement, quoi que ce soit. Donc souvent, ils ont une vision des choses un petit peu différente, puis ils peuvent apporter des manières de faire auxquelles l'employeur n'aurait pas pensé nécessairement. Donc au niveau de la créativité aussi en emploi, c'est un point positif. Donc, puis écoutez, je suis sûre qu'il y en a plein d'autres points positifs à l'inclusivité en milieu professionnel, là, c'est certain. Ouais, c'est clair. Ça me fait penser à un programme de la National Stuttering Association, dont on parle souvent dans nos épisodes. C'est un programme qui s'appelle We Stutter at Work. On peut trouver ça sur leur site web, le westutter.org, qu'on va mettre dans la description de notre épisode.
Et dans ce programme-là, en fait, ça vise à montrer aux personnes qui bégaient qu'il n'y a pas juste des histoires tristes ou négatives, mais il y a des histoires qui se terminent bien. Il y a des personnes qui bégaient, qui ont du succès à leur travail. Et il parle aussi beaucoup de la diversité, donc comment qu'il y a des avantages à avoir une personne qui est différente, si on veut, dans son équipe. Et sur le site web, c'est ça, il y a les profils de plusieurs personnes qui bégaient. Et on dit, entre autres, où elles travaillent, leur rôle, comment elles ont obtenu cet emploi-là, comment elles sont bien maintenant et tout. Donc, je pense que c'est intéressant pour des personnes qui bégaient, qui ont peut-être certaines craintes, qui doutent de leur capacité, de voir qu'il y a des personnes qui bégaient parfois fortement, mais qui ont des emplois dans des services, dans le service à la clientèle. Par exemple, il y a une personne que j'ai rencontrée dans un congrès qui bégait quand même assez sévèrement, mais qui travaille comme réceptionniste dans un hôtel très, très chic. Et elle a raconté dans une présentation, c'est ça, qu'elle a parlé du bégaiement à son employeur, qu'elle a sensibilisé à ça, puis qu'en fin de compte, ça se passe super bien. Et elle a dit que oui, parfois, il y a quelques clients qui font des commentaires, mais dès qu'elle dit qu'elle a un bégaiement, la personne, soit elle s'excuse ou comprend très, très vite. Donc, on pense souvent qu'il y a des problèmes à cause de notre bégaiement, mais en fin de compte, dans la réalité, on se rend compte que, c'est pas si grave que ça ou que ça n'existe pas autant qu'on pensait. Mm-hmm. C'est très, très intéressant, Geneviève. Merci. Donc, pour terminer, Alexandra, comment les gens peuvent vous contacter à l'organisme AIM Croix? Oui, en fait, nous, on est situé à Montréal, donc c'est important de résider sur l'île de Montréal pour participer à nos services. Il faut également avoir un statut régularisé, pardonnez-moi. Non, on n'a pas besoin de s'excuser quand on trébuche sur des mots. Parfait. On aime ça, si tu veux le faire encore plus. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que la personne doit avoir un statut de citoyen canadien ou résident permanent ou réfugié accepté. Maintenant, on peut les accepter, c'est tout nouveau également. Il faut avoir évidemment 16 ans et plus, sinon l'accord de nos parents. Puis, avoir une limitation, évidemment, au niveau physique, sensoriel et neurologique. C'est important de le préciser parce que c'est pas notre expertise au niveau des limitations intellectuelles ou de santé mentale. Ça va être pour d'autres organismes. Donc, vous pouvez nous contacter. On continue de travailler pendant la COVID-19. On travaille à distance, par contre, mais vous pouvez nous contacter au 514-744-2944. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer à distance. Puis, voilà. Oui, puis ceux qui bégaient encore là, n'ayez pas peur d'appeler parce que c'est correct de bégayer au téléphone. Vous êtes là pour aider les gens, justement. Exactement. Qui ont du bégaiement. Et oui. Donc, c'est ça, appelez malgré. Pour certains, c'est une situation plus difficile, mais si vous êtes plus à l'aise de communiquer d'un premier abord par courriel également, on a le courriel info@aimcroixqc.org. Je crois que sûrement que les informations vont être diffusées. Oui, je vais inscrire tout ça dans la description du présent épisode. Ouais, et là, pour ceux qui n'habitent pas à Montréal, au Québec. C'est sûr que des organismes spécialisés pour personnes vivant en situation de handicap, il y en a à la grandeur du Québec. Ça fonctionne vraiment par territoire, là, les services de Service Québec. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de vous diriger sur le site d'Emploi Québec, le répertoire des organismes spécialisés en employabilité. C'est facilement trouvable. Vous allez pouvoir faire une recherche avec votre région, la région, le type de clientèle, le type de besoin, puis ça va vous sortir une liste des organismes près de chez vous. Vous pouvez contacter. Et aussi, je crois qu'on peut contacter l'OPHQ, oui. l'Office des personnes handicapées du Québec.
qui sert en quelque sorte de porte d'entrée vers tous les programmes parce qu'il y en a vraiment beaucoup, donc on peut se perdre assez facilement. Oui, absolument. Que l'OPHQ, dans le fond, a un rôle de concertation avec tous les partenaires là, qui ont un rôle à jouer de près ou de loin dans l'employabilité des personnes handicapées, mais aussi pas juste par rapport à l'emploi, là, aux droits et tout ça. Là. Super. Merci beaucoup, Alexandra, de ta Ça me fait plaisir. énormément. Merci beaucoup de votre invitation. C'était super agréable.